Bonjour tout le monde. D'abord, je vais vous dire ma satisfaction de participer à ce colloque auquel j'ai été invité par les organisateurs. Et comme l'a dit Jean-Paul Billot, organisateurs qui ont eu l'initiative de cette rencontre sont nos collègues brésiliens. Et donc, ça me fait un grand plaisir d'avoir répondu à leur invitation. Et j'ai considéré que ce qui était important une des choses importantes de ce séminaire et que j'ai pris en compte pour la présentation que je vais faire, c'est la notion de dialogue. Et je pense que c'est une bonne idée d'avoir appelé ce séminaire « Dialogue » entre les Brésiliens et les Français qui sont intéressés par le thème de l'agriculture familiale. Alors, du coup, je me suis interrogé sur ce que j'allais dire. La demande, c'était « Parle-nous de l'agriculture familiale française ». C'est un univers complexe et un univers énorme. Donc, il n'était pas question que je traite tous les aspects. Mais je me suis quand même proposé d'ouvrir assez largement l'éventail et de considérer que ce que j'allais dire était plutôt dirigé vers nos collègues brésiliens que vers nos collègues français, considérant que ce que j'allais dire était bien connu des collègues français qui travaillent sur cette question. Alors, je me suis centré sur l'un des membres du couple agriculture familiale, considérant que l'agriculture familiale est constituée d'un côté de l'exploitation, c'est-à-dire l'unité de production, et d'autre part la famille. Je me suis centré sur l'exploitation. Donc ce que je vais dire au cours de cet exposé concernera qu'un aspect de l'agriculture familiale. Disons que c'est plutôt l'aspect économique, et je l'aborderai à travers principalement les facteurs de production, la terre, le capital, le travail. Et je laisserai aux sociologues, qui sont ici nombreux et très compétents, le soin d'aborder l'autre composante, qui est la famille. Jean-Paul Billot, tout à l'heure, nous a invités à la prendre en compte, mais ce ne sera pas trop par moi, en tout cas pendant l'exposé. Alors, j'ai un plan qui se compose de 4 parties. Je voudrais rappeler les racines historiques de l'agriculture familiale française. Je voudrais rappeler un phénomène qui n'est pas spécifiquement français, qui est systémique, qui concerne les agricultures familiales dans le système capitaliste, et rappeler comment l'agriculture familiale est absorbée, c'est un terme qui a été forgé largement par des économistes ruraux français, par l'économie capitaliste. Et puis, comme nous sommes quand même invités à parler de l'actualité, je donnerai dans les 2 dernières parties, d'une part, des informations sur la situation actuelle de l'agriculture familiale française, à partir du dernier recensement, qui date de 2010. Et puis je terminerai en donnant quelques idées sur les tendances de l'évolution actuelle des exploitations. Je dois vous dire que j'ai rédigé un texte pour cet exposé et que mes diapositives sont pratiquement l'exposé lui-même, enfin, je veux dire, sous forme de texte. Alors, elles vont être très garnies, ces diapositives. C'est pas ce que je voulais faire au départ, mais j'avoue que pris par le temps, j'ai fait on pourrait appeler ça du copier-coller entre le texte et les diapos. Tout à l'heure, Sonia m'a donné 20 minutes. Je pense qu'on est peut-être un peu plus à l'aise que 20 minutes dans la mesure où, et ça je voudrais qu'on le décide dès maintenant,
On va sans doute travailler jusqu'à 12h30. Donc nous avons 2 heures. Nous sommes 4 à parler. Marcel va nous faire un brillant commentaire de nos exposés. Donc je pense que je vais déborder un peu les 20 minutes si la présidente m'y autorise. Alors, j'ai donc voulu vous rappeler, notamment à nos collègues brésiliens, ce fait que cette agriculture familiale, cette agriculture française maintenant, tout à l'heure, Hubert Cochet, en introduisant, le séminaire n'a pas oublié de rappeler que nous considérons que l'agriculture française est familiale, globalement, à part quelques exploitations qu'on peut peut-être qualifier d'entreprises capitalistes. Donc, bien sûr, c'est un peu le fil conducteur de l'exposé. L'agriculture française est une agriculture à dominante d'exploitation familiale. Et je voulais rappeler que les racines, c'est-à-dire ce qui a fondé cette agriculture, se situent dans l'histoire, évidemment, et qu'on ne peut pas ignorer ce qui s'est produit au XIXe siècle, qui a été la phase, au fond, d'établissement de cette agriculture. Alors, la première information, la première donnée, c'est que c'est la structure foncière qui est la matrice de cette agriculture. C'est une matrice héritée, bien sûr, à la fois de l'Ancien Régime et de la Révolution, et qui s'est consolidée notamment par un droit qui a été forgé au début du XIXe et appliqué ensuite, qui est l'héritage égalitaire des terres. Alors, tout au long du XIXe siècle, la propriété privée de la terre s'est beaucoup divisée, et nous avons, à la fin du siècle, une structure qui est une structure qui, par certains côtés, peut rappeler à nos amis brésiliens des choses qu'ils connaissent. Nous avons, à ce moment-là, fin du XIXe siècle, une très très forte proportion de minifondia, très petites exploitations, très petites propriétés, il s'agit là de la propriété, mais qui se traduisent par des exploitations, et une concentration foncière qui n'est pas négligeable. Alors, le fonctionnement du marché foncier est un autre élément qui explique pourquoi l'agriculture familiale s'est consolidée. Le marché foncier, au fond, au XIXe siècle, n'intéresse pas le capital. Pour une raison essentielle, c'est que la concurrence sur les terres qui se libèrent est une concurrence où s'affrontent plutôt les petits agriculteurs et moyens agriculteurs qui cherchent à augmenter les terres qu'ils cultivent. Ce qui provoque des tensions sur le marché et qui fait augmenter beaucoup le prix des terres, en tout cas à un niveau qui rend le capital qui s'investirait éventuellement peu rentable. Et c'est une notion, enfin c'est une réalité qui a été enregistrée évidemment par les économistes ruraux. Et je donne là une citation d'un économiste rural bien connu des Français, qui est monsieur l'économiste Auger Larribé, qui dit « Les capitaux de placement ne vont pas volontiers à l'agriculture, ils en sont détournés par la finance et l'industrie. L'opinion générale est que la production agricole se prête très mal à la constitution de sociétés par action. » Donc, c'est une des causes du fait que les capitalistes, ceux qui disposent de moyens financiers, ne vont pas s'investir dans l'agriculture. S'ajoute à cela le mode de faire valoir des grandes propriétés, puisqu'il en existe. Grandes, tout est relatif. Ce n'est pas les latifondia brésiliens, bien sûr. Ce sont des exploitations. Au XIXe siècle, on considère comme grande exploitation une exploitation de plus de 50 hectares. Ça fait sourire le Brésil, au Brésil, bien sûr. Et chez nous, c'est grand. Et puis, il y en a de plus grandes. Et donc, les grands propriétaires ne sont pas intéressés par la mise en valeur directe. Ils ne font pas la gestion de leurs terres.
ils la mettent en location ou en métayage. Donc fermage et métayage sont importants à cette époque. Et ça veut dire que la rente l'emporte sur le capital. Et pendant cette période, on peut considérer que la moitié des terres, environ la moitié des terres, sont exploitées sous la forme rentière et sous la forme donc de fermage ou de métayage en petites exploitations. Les fermiers sont des fermiers qui disposent de 10, 15 hectares de terre. Le grand propriétaire divise ces terres et les donne à plusieurs fermiers, ce qui est un facteur supplémentaire pour la constitution et le maintien de l'agriculture familiale. Et comme je le dis sur cette diapositive, à la fin du siècle, si on compte 70% d'exploitants directs, nous avons quand même 22% de fermiers et 8% de métayers, ce qui, en termes de répartition des terres entre les différents modes de faire valoir, se traduit par ce graphique. Et vous voyez qu'en termes de surface, la somme du fermage et du métayage est pratiquement égale à la forme de faire valoir direct. Alors, un point important qu'il me paraît qu'il faut souligner sur cette période, c'est l'aspect politique. Alors vous allez me dire, tu sors de l'aspect économique. Oui, j'ai voulu cependant l'indiquer, car lorsque le suffrage universel, masculin, pas le suffrage universel de tous les Français, de la moitié seulement, donc des hommes, lorsque ce suffrage est instauré à moitié du siècle, en 1848, les paysans deviennent le corps électoral le plus important. Il faut donc que les partis s'intéressent à lui. Et les partis républicains qui se consolident après la formation de la Troisième République, après la défaite de la guerre de 1870, sont intéressés bien sûr par le vote paysan. Et donc, cette Troisième République qui s'instaure devient ce que nous appelons chez nous agrarienne, c'est-à-dire qu'elle flatte et elle s'intéresse à l'agriculture. Et après quelques décennies, vers les années 80, s'établit un pacte politique entre la République, les partis républicains, et une fraction importante de la paysannerie. Et ça se traduit par des décisions importantes à la fin du siècle. Par exemple, le ministère de l'Agriculture est créé en 1881. Une loi importante, en 1884, autorise la création de syndicats agricoles. Syndicats sous la forme, pas simplement politique, mais plutôt d'associations, qui va donner naissance à des coopératives. Et à cette période également, Méline, notre ministre de l'Agriculture de l'époque, va instaurer le protectionnisme. Autant de décisions qui vont être favorables à l'agriculture familiale. Un phénomène important qui naît de ces dispositions, et que je rappelle, c'est donc le phénomène coopératif et mutualiste. À partir de la fin du siècle, du XIXe siècle, se créent de nombreuses coopératives et des mutuelles, notamment l'une qui est très importante, qui est le crédit agricole, qui va permettre à beaucoup de paysans d'acheter des terres, de s'équiper. Et on peut dire que ces mouvements qui sont le fait des paysans eux-mêmes, des agriculteurs, ce mouvement va être un support important pour l'agriculture familiale. Ça ne veut pas dire que seuls les petits agriculteurs y participent, loin de là. Des agriculteurs importants en dimension économique aussi sont présents, mais globalement, on peut considérer que coopératives et mutuelles ont aidé au maintien de l'agriculture familiale. Alors, j'ai voulu aussi rappeler un phénomène qui est de nature, comment on peut dire, théorique. Surtout durant la deuxième partie du siècle, un débat a lieu, un débat quelquefois très acerbe, autour de la nature de l'exploitation agricole. Que penser
de la petite exploitation, qu'on appelle à l'époque la petite culture, face à l'exploitation plus grande qui fonctionne plus avec des salariés, qui adoptent plus facilement la mécanisation. Y a-t-il un avantage de l'une ou de l'autre de cette grande culture ou de cette petite culture? Alors, ce débat est un débat auquel participent les économistes, les agronomes et les politiques. Et donc deux courants coexistent et s'affrontent. D'un côté, ceux qui analysent par la recherche, notamment les économistes ruraux, on ne parle pas trop de sociologues encore à cette époque, les agronomes considèrent évidemment, je dis évidemment, que la grande exploitation est bien supérieure à la petite. Et donc il serait souhaitable que la France devienne un pays de grande exploitation. Ça serait plus intéressant pour les quantités produites, pour les coûts de production, et aussi pour la possibilité de libérer de la main-d'œuvre pour l'industrie naissante. Alors il y a des exemples que je cite anecdotiquement, mais qui concernent cette maison. Il y a un fameux économiste qui s'appelle Léonce de Lavergne, qui est fasciné par l'Angleterre. À l'époque, l'Angleterre est le pays de la grande exploitation capitaliste, du grand fermier qui prend à ferme les terres des aristocrates. Et donc c'est la terre du capitalisme agraire. Et donc cet économiste est fasciné par cette expérience et rêve de l'installer en France. Et sa statue est là. Si vous descendez tout à l'heure, vous irez dans la cour, et vous verrez une belle statue de Léonce de Lavergne, posant en grand propriétaire et grand agriculteur. C'est un exemple. Un autre d'un économiste qui a été peut-être le premier titulaire de la chaire d'une chaire ici qui s'appelait pas forcément d'économie, Édouard Lecouteux, qui a donc été professeur à ce qu'on n'appelait pas alors AgroParisTech, mais Institut national agronomique, et qui lui aussi était favorable à cette grande exploitation et qui en faisait la propagande. Donc, en résumé, une majorité d'intellectuels proches de l'agriculture, analystes de l'agriculture, considéraient que la France était dans une situation totalement archaïque et inadaptée aux évolutions de l'époque, évolutions qui étaient caractérisées par le développement du capitalisme. Bon, cependant, un certain nombre d'observateurs étaient les défenseurs de la petite culture, notamment ceux qui regardaient les régions d'Europe où elle était triomphante, où elle donnait des résultats excellents. C'est le cas en Belgique, par exemple. Bon, ce débat était un débat assez exacerbé, mais la réalité qui s'est imposée, et ça on va le voir tout à l'heure, ce n'est pas le triomphe de la grande exploitation, mais plutôt celui de la moyenne et de l'exploitation familiale. Donc les économistes se sont inclinés et les politiques républicains, pour des raisons autres, ont soutenu la petite et moyenne exploitation. Alors voilà un schéma qui vous donne la situation de la France il y a un peu plus d'un siècle. En tout cas, la situation de son agriculture. Et vous voyez que le nombre d'exploitations est important. 5,7 millions d'exploitations, c'est énorme, quand on sait qu'actuellement il y en a 500 000. Et puis vous voyez que les très petites exploitations, celles qui sont en bleu clair, sont très nombreuses et puis bien sûr n'occupent qu'une toute petite fraction de l'espace. Et à l'autre bout de la structure, un petit nombre de grandes et très grandes, mais tout est relatif. Si vous lisez les textes écrits à cette époque, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, qu'une grande exploitation, c'est une exploitation qui fait plus de 40 hectares. C'est pas énorme. Mais à cette époque, c'est cependant pas négligeable. Eh bien, elles sont peu nombreuses, bien sûr, et elles sont
très majoritaire en surface. Donc on est devant une structure agraire plutôt concentrée. Concernant les travailleurs, c'est l'autre aspect. D'un côté, donc, la répartition de la terre, de l'autre côté, la répartition des travailleurs. Le recensement, il y a eu quelques recensements sérieux qui ont été faits, notamment celui de 1892, qui est considéré comme assez fiable. Il recense 6,6 millions de travailleurs. Alors, le nombre est impressionnant, mais ce qui est, à mon avis, plus intéressant encore, c'est la presque égalité qui existe entre les chefs d'exploitation, à 3,6 millions, et les salariés qui ne sont guère inférieurs en nombre, à 3 millions. Ce qui veut dire que cette agriculture, qui est une agriculture de petites exploitations et de moyennes exploitations, fonctionne beaucoup avec du travail salarié. Et notamment avec le travail des petits et très petits. C'est-à-dire qu'on est dans une structure quasiment latifondière. En préparant ce petit travail que j'ai fait pour cette journée, je me suis rappelé de ce que je dis quelquefois sur le Brésil, parce qu'il m'arrive aussi de parler du Brésil en France. Pas au Brésil, je laisse ça aux Brésiliens. Mais le rapport entre la grande et la très petite exploitation est un fait au Brésil qui a été très important, qui l'est encore, moins maintenant. Eh bien, à la fin du 19e, début du 20e siècle en France, la force de travail qu'utilisaient les exploitations de moyenne dimension qui en avaient besoin, ou de grande dimension, provenait beaucoup des minifondias. Il y avait aussi beaucoup de travailleurs salariés permanents, situation qui est beaucoup moins le fait maintenant. Alors, je termine cette description de l'époque par le rappel de ce qui est l'explication de cette importance du travail salarié, c'est le faible équipement mécanique des exploitations. C'est une époque où déjà existe beaucoup d'équipements mécaniques de traction animale, mais qui sont relativement peu ou même très peu répandus dans les exploitations françaises. Alors, c'est la partie 2. Je ne sais pas pourquoi c'est 3 ici, mais j'ai fait une petite erreur. C'est la partie 2 de l'exposé. L'agriculture familiale absorbée par l'économie capitaliste. Je vais aller un peu plus vite, car c'est un phénomène que les économistes, en tout cas ruraux en France, connaissent bien, et je suppose aussi au Brésil des personnes, des économistes, des sociologues, ont diffusé ces travaux qui ont été faits en France. Et on peut dire que l'économie rurale française des années 70 a été pionnière dans cette analyse de ce phénomène particulier qui a voulu que l'agriculture familiale ait subsisté dans le système capitaliste. Alors je commence cette partie par une anecdote, mais qui est significative de ce qui se prépare au début du XXe siècle. Le ministère de l'Agriculture, donc tenu par des républicains, très inquiets d'une crise forte de l'agriculture à la fin du XIXe siècle, fait faire une enquête très sérieuse, très intéressante en France, en posant la question suivante. Qu'est-ce qui est le mieux? Ça répond à la question que j'ai tout à l'heure évoquée. Qu'est-ce qui est le mieux? L'agriculture, la petite culture, la petite exploitation, ou la grande? Et la réponse est sans équivoque. La réponse est la supériorité de la petite culture. Si bien que, se basant sur ces résultats et sur d'autres informations, le ministre de l'époque peut dire, il le dit dans un discours, d'une façon formelle et définitive, la non-supériorité de la grande culture, l'inexistence d'un mouvement de concentration de la propriété rurale et des exploitations agricoles, l'échec des théories émises sur l'envahissement de l'agriculture par les modes de l'exploitation capitaliste.
Voilà un discours, enfin une fraction de discours très significative de ce qui est ressenti, de ce qui est voulu politiquement et de ce que le système va réaliser. Donc, je résume, au début du XXe siècle, l'agriculture en France, c'est une agriculture familiale qui domine, qui a été peu pénétrée par le capital. La mécanisation est faible, la force de travail. Je crois que je vais dépasser un tout petit peu, Madame la Présidente, si vous le permettez. On peut donc conclure que, on peut donc dire que le diagnostic, c'est important, de l'inévitable concentration capitaliste de l'agriculture qui avait été émis au XIXe siècle n'est nullement en marche. Alors, sur l'absorption, je vais passer très très vite, en effet, parce que c'est une analyse qui a été bien diffusée. Mais en gros, il s'agit de dire que les agricultures familiales ont bénéficié, entre guillemets, de la part du système de mécanismes qui lui ont permis à la fois de se développer et d'apporter au capital ce qui lui est nécessaire pour son développement, à la fois comme acheteur des produits qui sont donnés par l'amont de l'agriculture et comme vendeur pour les industries qui se situent à l'aval. C'est ce phénomène et qui a comme conséquence, évidemment, l'élimination d'une très grande partie des petites exploitations qui sont des exploitations à trop faible revenu et qui donc ne peuvent pas subsister dans ce système de développement. Autre aspect qu'il faut rappeler, c'est que cette élimination des petits agriculteurs libère de la force de travail et que pour que se réalise ce phénomène d'une manière acceptable, il faut que les agriculteurs qui sortent de l'agriculture, cette main-d'œuvre, soient absorbés par le reste de l'économie, ce qui en France a pu se faire d'une manière acceptable socialement, notamment dans la période de l'après-guerre. J'ajoute sur cette question, mais sans le développer, c'est une question d'ordre plutôt théorique. Le système capitaliste n'a pas besoin de grandes exploitations à salariés et n'en met pas en œuvre, au moins dans nos économies développées, car il n'y a pas un avantage considérable grâce aux économies d'échelle, qui sont limitées et qui sont limitées notamment par le facteur de la force de travail. Alors, un graphique pour vous situer le mouvement de l'absorption à travers un critère, donc, qui est l'évolution de la répartition de l'exploitation selon les classes de superficie. Alors, vous voyez, c'est un siècle, c'est 120 ans, 1890, 12, 2010. Et vous voyez comme le nombre de petites exploitations diminue de manière absolument considérable, que les exploitations moyennes grandissent et que le phénomène de l'accroissement des exploitations, des grandes exploitations, est très récent. Ce n'est qu'à partir des années 80 que l'on note une croissance brutale des exploitations, pas gigantesque, mais de plus de 100 hectares. Donc vous voyez ce lent phénomène d'absorption qui se traduit par cette diminution des exploitations. Le minifondia a pratiquement disparu et par une augmentation récente des grandes exploitations. Alors, sur la situation actuelle, je vais dire deux mots et très rapidement. La France actuellement, c'est environ 500 000 exploitations, 55 hectares de superficie en moyenne, encore beaucoup de petites exploitations de moins de 5 hectares et la présence de 20% d'exploitations qui sont supérieures à 100 hectares. En voilà la représentation graphique, et vous voyez que ça représente une certaine concentration foncière dans la période actuelle. Alors, une autre façon d'aborder la structure des exploitations,
c'est de la regarder à partir de la dimension économique, et non plus seulement de la surface. C'est ce qui est réalisé à partir du recensement 2010 par le ministère de l'Agriculture. Observation et analyse qui donnent ce graphique. Vous voyez qu'en nombre, 3 catégories, petite, moyenne et grande exploitation. Chacun de ces groupes est à peu près équivalent au tiers. Vous voyez que la grande exploitation concentre à la fois la terre, le travail et la production. Tandis qu'à l'autre extrémité de la structure, les petites exploitations, celles qui ont moins de 25 000 euros de valeur statistique de la production, se trouvent à la fois faibles en terre, en travail et en production. Quant à la force de travail employée, ça représente près d'1 million de personnes et seulement 750 000 unités de travail an. La main-d'œuvre familiale est largement dominante. En termes de nombre de travailleurs, c'est 84%, et en termes de force de travail calculée en unités de travail annuelles, c'est 72%. Les chefs d'exploitation apportant plus de 60% de la force de travail. Le travail salarié est peu présent dans les exploitations, seulement 13%. Il représente cependant maintenant 28% de la force de travail employée. En voilà la représentation graphique. Vous voyez la très grande importance relative du travail apporté par le chef d'exploitation. Et vous voyez que travail saisonnier et travail salarié se répartissent 27% de la force de travail. Cette question de la main-d'œuvre est fondamentale lorsqu'on veut distinguer l'agriculture familiale de l'agriculture d'entreprise. Voilà un graphique qui, je trouve, est assez parlant. C'est la répartition de la main-d'œuvre entre familiale et salariée dans les 3 catégories que j'ai évoquées tout à l'heure, petite, moyenne et grande. Vous voyez que dans les petites et les moyennes, qui représentent à elles deux 60% des exploitations, la force de travail salariée, permanente et saisonnière, est très faible, moins de 10%. C'est seulement chez les exploitations plus grandes, dans le tiers des plus grandes, que le salariat apparaît comme un peu plus présent et il atteint la moitié de la force de travail. Donc, la conclusion que je vous résume, c'est que ce qu'on observe maintenant, c'est une structure agraire évidemment différente, mais qui a conservé son caractère inégalitaire et en même temps gardé son caractère d'exploitation familiale. Et je terminerai très rapidement sur les tendances que nous observons et qui peuvent annoncer le futur. Tout d'abord, il y a toujours de moins en moins d'exploitations. Nous en perdons environ 3% par an. C'est-à-dire que le phénomène d'expulsion continue, le système n'a pas achevé d'expulser les petits. 3%, c'est très important, 3% par an. Évidemment, les exploitations qui disparaissent sont les moins bien dotées en facteurs de production. On observe parallèlement à ce phénomène une spécialisation. Les exploitations sont de plus en plus spécialisées en systèmes de production, mais également, et c'est à noter, et je crois que ça sera repris par d'autres personnes ici lors de leurs exposés, on assiste aussi à une diversification. C'est-à-dire que les petites exploitations, pour se maintenir dans ce système où le marché est dominant, parviennent, en diversifiant leurs activités, alors qui sont diverses forcément, c'est tautologique. Cette diversification se traduit par des transformations des produits à la ferme, par de la commercialisation en circuit court, par de l'agrotourisme, par de nouveaux itinéraires techniques comme l'agriculture biologique. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette diversification est un élément de renforcement du caractère familial des exploitations. Tout à l'heure, je l'ai dit, le travail familial est dominant et, caractéristique importante, il se concentre sur le chef d'exploitation. C'est-à-dire que nous sommes devant une tendance qui va vers
l'exploitation à un travailleur fondamentalement. Je vous rappelle, des chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, on peut déduire qu'en moyenne en France, l'exploitation moyenne, c'est une unité de travail an, une unité et demie de travail an, c'est-à-dire une toute petite entreprise. Une particularité, je crois qu'on peut la souligner, elle n'est pas tout à fait anecdotique, il y a une féminisation de la profession agricole. De plus en plus de femmes sont maintenant chefs d'exploitation. Le pourcentage de ces exploitations dirigées par les femmes a beaucoup augmenté dans les 20 dernières années. Et puis, dernier élément, une progression des formes sociétaires. Dans la mesure où on assiste à une concentration de la production dans des exploitations qui sont de surface de plus en plus grande, les formes sociétaires, notamment celles qui ont été définies et mises en œuvre depuis une vingtaine d'années, deviennent de plus en plus utiles pour la gestion. Et c'est un phénomène important car il confirme la tendance à rapprocher la grande exploitation familiale d'une entreprise qui fonctionne sur les principes de l'économie capitaliste. Et puis, dernier élément, ce n'était pas le dernier tout à l'heure, mais celui-ci est le dernier, on assiste à un phénomène nouveau, lui qui est en voie d'expansion, qui est encore peu notable statistiquement, c'est la tertiarisation. C'est-à-dire qu'une partie des exploitants qui ne se considèrent plus en état, pour des raisons économiques principalement, de gérer leur exploitation, la donnent à des entreprises qui en assurent la gestion complète. Et donc ces entreprises de gestion d'exploitation deviennent des sortes de firmes qui rassemblent quelquefois des milliers d'hectares. Et ce phénomène est donc celui que j'appelle la tertiarisation. C'est un phénomène intéressant qui, tout en maintenant l'agriculture familiale nominalement, en fait, la fait disparaître du champ de la production. Donc on pourrait dire qu'actuellement, trois types d'exploitation se sont affirmés dans les dernières décennies. L'exploitation familiale diversifiée et multifonctionnelle, qui est propre aux petites exploitations et à quelques exploitations moyennes. L'exploitation familiale spécialisée, qui est majoritairement de dimension économique moyenne ou grande, et l'exploitation familiale sociétaire, de grande dimension économique. Et voici ma dernière diapo, Présidente. Donc, ma conclusion est la suivante. Les tendances observées dans l'agriculture française ont modifié en profondeur les caractéristiques des exploitations, mais n'ont pas effacé la nature familiale de la majorité d'entre elles, au sens économique de ce terme. J'insiste, au sens économique de ce terme. Sociologiquement, par contre, il est justifié de s'interroger sur le nouveau contenu de l'expression agriculture familiale. Mais ce n'est pas l'objet de mon exposé. Et deux remarques pour finir. Ces tendances s'exercent sous les effets croissants de la mondialisation de l'économie. Et ceux-ci ne sont pas étrangers au phénomène que je viens de décrire. Mais je n'ai pas non plus ici fait le pont entre la mondialisation de l'économie et l'évolution de nos agricultures. Ce sera fait ailleurs ou dans un autre séminaire. Et puis enfin, je termine sur un point qui est très important, mais qui lui sera repris ici. Les caractéristiques et l'évolution des exploitations ne peuvent être dissociées du rôle des syndicats agricoles et de l'influence des politiques publiques. Et concrètement, la PAC, la politique agricole commune en France. Mais ça, je le laisse à Gilles Bazin, qui est ici présent et qui interviendra cet après-midi, et il abordera le sujet. Merci pour votre attention.